Peut-être. Il est où? Voilà. Viens. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci, toi aussi. Ouais, vos t-shirts, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Ce t-shirt n'est pertinent qu'aujourd'hui. C'est le seul moment de ma vie où il rime à quelque chose. C'est vrai. Bonjour Johan Sfar. Vous connaissez peut-être, c'est votre nouveau roman. Vous connaissez peut-être, il faut qu'on commence par là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette phrase, vous connaissez peut-être? C'est une des phrases idiotes qu'on subit à longueur de journée entre le « il n'y a pas de souci » du chauffeur de taxi et le « vous connaissez peut-être » de Facebook. Le langage en ce moment... quand on me demande de quoi parle ce livre, je parle du truc le plus triste que j'ai en tête, c'est la solitude des grandes villes. Et quand je dis ça, tout le monde se marre. C'est ma malédiction. À chaque fois que j'essaie de raconter ce que j'ai de plus intime et plus triste depuis l'école maternelle, ça fait marrer tout le monde. Peut-être vous êtes comme moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. C'est Le Gros Câlin de Romain Gary. C'est un type qui en peut tellement plus de la vie moderne qu'il prend un python. Preuve qu'on est très fort pour se compliquer la vie. Donc, évidemment, c'est un roman. Évidemment, ça m'est arrivé pour de vrai, mais ça ne m'intéresse que si c'est un roman. C'est un type qui ne trouve pas mieux que de prendre un chien qui va essayer de tuer ses chats et de se faire une espèce de trip bizarre sur une nana qui est sur Facebook et qu'il ne peut jamais rencontrer. Et le vous connaissez peut-être, c'est sur Facebook. Parfois, on nous montre des photos et vous dites vous connaissez peut-être parce que vous êtes pote avec un tel et donc c'est l'ami de l'ami, quoi. Comme vous ce matin. Depuis ce matin, on vous fait défiler des têtes de gens et on t'a dit vous connaissez peut-être. Alors ce roman est très intéressant parce qu'il te rappelle ceci, parce qu'il te rappelle cela, parce que tu as lu tel livre de ce bonhomme et de cette bonne femme. Ça se termine toujours par est-ce qu'on aime sa gueule sur la photo. Il y a un moment où on peut se le raconter comme on veut. Stephen King n'aurait pas ce regard-là, on le lirait moins. Et d'où l'exercice difficile des photos d'écrivain. Évidemment, la question de cette aventure, parce que c'est une aventure, c'est une enquête, parce qu'au bout d'un moment, cette fille veut savoir qui c'est. Au bout d'un moment, le chien, il aimerait bien essayer, comment on dit, de le déradicaliser, c'est comme ça qu'on fait, pour qu'il arrête d'essayer de tuer les chats. Puis parfois, il y a des fatoumes, parfois, il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter de déradicaliser, donc il faut les remettre là où ils étaient. Aucun animal a été blessé dans cette histoire. Parce qu'il faut dire que vous connaissez peut-être, ça concerne une certaine Lily, qui est très jolie, et vous devenez amis et vous commencez à écrire. Facebook vous propose une tête. Avec vous connaissez peut-être une meuf qui ressemble à ta mère, pour le faire assez simple. Je crois qu'il y a un moment du livre où je dis l'envie d'un chien et le désir d'une femme juive me sont venus au même moment. C'est des moments où on a envie de... Parce que j'ai pas de souvenir de ma mère, j'ai un vide. Je vois mon cousin, qui est un grand pédopsychiatre, au début du livre, pour qu'il m'explique des trucs sur le décès de ma mère, parce qu'il est persuadé qu'elle s'est suicidée. Je pense que lui, ça lui fait du bien de croire ça. Et pendant le repas, je le vois prendre son steak tartare, faire une boule avec et donner à son clébard. Et là, on parle du chien. Et il me dit, tu sais, un chien, c'est une pulsion. Les chiens de race sont trop chers. J'ai pris le mien sur le bon coin. Parce qu'une pulsion, il ne faut pas trop s'y investir. C'est tout le livre, c'est sûr. Jusqu'où on doit s'investir dans une pulsion. J'ai l'air de faire l'andouille, mais l'enjeu derrière ça, pour moi, c'est la question du roman moderne. Comment on fait pour raconter quelque chose d'épique à un public qui se mange 3 heures de fiction par jour, en télé, en cinéma, en machin. Donc j'ai utilisé cette leçon de scénario que m'a appris Luc Besson, grand écrivain moderne. Il m'a dit, il faut commencer très large et il faut terminer par le chat d'une aiguille. Et j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire comme au Bonto, d'embrouiller les gens, faire croire qu'on parle de plein de choses, on parle d'une chose très très simple, l'imaginaire bouché par Facebook, le réel défoncé par ce putain de clébard. Et comment tu fais pour sortir de ça? Comment tu t'en sors? Ça finit chez les flics, parce que c'est une enquête. Et ce qui m'intéresse plus que le sujet, c'est comment on raconte une histoire aux gens aujourd'hui. Et j'ai parsemé ce récit de questions sur le rythme, de questions sur le moment où on arrête, le moment où je leur raconte autre chose, le moment où j'ai l'air de leur raconter ce que c'est que d'être prof aux Beaux-Arts, mais en fait, je parle toujours du même. Et le moment où je mets des résumés de bandes dessinées de science-fiction que j'ai lues quand j'étais gamin, parce que je pense qu'on en est là. Quand on était petit, les bandes dessinées qu'on nous donnait à lire, donc qui racontaient l'avenir, nous préparaient à ce qu'on vit aujourd'hui. La science-fiction, c'est maintenant. Quand Moebius, Liberator, Bilal, tous ces mecs-là, nous préparaient à ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vit, tomber amoureux d'une photo d'une meuf qu'on verra jamais, prendre un clébard parce qu'on a bien aimé sa gueule, mais il n'y a rien à faire, il veut tuer les chats. Et tu termines avec le problème de la déradicalisation et du chauffeur Uber qui te dit juste il n'y a pas de souci, parce que les classes sociales existent toujours. Et heureusement, on n'a pas trop besoin de se parler. Et quand on se croise, le seul truc qu'on trouve à se dire, c'est il n'y a pas de souci.
Ouais, vous n'aimez C'est pas un cette livre expression. optimiste du tout. Et justement, vous avez vraiment un récit, et vous avez raison, tout tourne autour de la même question, mais j'avais quand même fait la liste des choses que vous évoquez dans le roman. Alors, c'est vos enfants, vos chats, votre chien Marvin, qui n'aime pas les chats, donc, de Néphaël, qui est une présentatrice d'émissions érotiques, de judaïsme, de djihad, de prépuce, de sushi, de science-fiction, de cinéma. C'est la vie, mais effectivement, tout tourne autour de la même question, et la question du réel. C'est aussi un roman philosophique sur... Mais un roman philosophique qui, je ne voudrais pas freiner. C'est un roman dont la philosophie ressort, c'est que le réel ne correspond pas toujours à l'idée qu'on s'en fait, finalement. C'est plus que ça, c'est qu'on nous humilie à longueur d'informations et de journées en nous expliquant que notre vie ne vaut pas grand-chose. Parce qu'on bouffe tellement d'infos de tous les côtés, tellement d'infos vraies, infos romanesques et tout, que ce qu'on vit pour de vrai, on est les premiers à trouver ça nul. Moi, avant les téléphones portables et Internet et le chien, je dessinais tout le temps. Quand il y a eu tout ça, il y a eu une période où j'ai plus rien dessiné parce que j'avais pas le temps. Fallait que je m'occupe de l'autre taré sur Facebook, fallait que je gère le clébard, fallait que je m'inquiète pour la Syrie comme si j'allais y pouvoir y changer quelque chose, fallait que je me pose le problème de comment on parle. Et il y a un moment, on nous a... L'avantage de la tragédie grecque, c'est que ce qui arrive à Oedipe, c'est tellement, pour le coup, oui, tragique, qu'on est content d'être nous à la fin. On est super content d'être nous. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des films qu'on te fait voir, t'es tellement content pour le héros qu'en plus l'acteur a empoché du blé, tu sors et tu étais, comme on dit les Anglais, my sorry face, tu arrives avec un t-shirt jaune avec la transpiration en dessous du machin. Et c'est vraiment un plaidoyer pour nous sauver, nous, quand en plus tu as la malédiction d'être un homme blanc hétérosexuel qui a de quoi manger, donc tu es l'ennemi. Tu sais que t'es le méchant. Tu sais que c'est pas de toi que t'as envie de parler. Alors moi je veux bien, il y en a qui vont s'inventer des orientations sexuelles qui sont pas les leurs. Moi, manque de bol, je suis dans la classe à abattre. Est-ce qu'on a le droit de continuer à faire des romans quand on a le même état civil que Philippe Roth il y a 40 ans, mais lui il y a 40 ans on voulait bien s'apitoyer dessus, et là aujourd'hui oh ça suffit. Et ben oui, mais on respire encore. Et justement, on rigole, tout le monde rigole aussi. Quand on lit votre bouquin, on est mort de rire, mais c'est quand même un humour à la Judd Apatow, à la Philippe Roth, effectivement. C'est quand même un humour désespéré et à vos dépens à vous, quand même. Oui. D'abord, j'adore m'en mettre plein la gueule parce que ça m'autorise à dire tout le mal que je pense des autres. Littéralement dans le livre. Et c'est pas du tout de la misanthropie. C'est une tentative d'y échapper. Je crois que pourquoi j'ai une telle admiration pour des Houellebecq ou des Riyad Sattouf, c'est que ce sont des gars qui ne sont pas nihilistes. Ce sont des gars qui essayent d'avoir le regard le plus réaliste possible sur le monde qu'on subit, et ils essayent d'en faire un objet littéraire pour qu'on survive à ça. Donc je discutais de ça avec ma fiancée il y a quelques minutes. Elle me dit sur ce livre-là, par rapport aux autres, tu risques de passer pour quelqu'un de vraiment très antipathique. Et il y avait une interview de Judd Apatow sur comment vous avez écrit 40 ans toujours puceau, d'où viennent vos gags. Alors lui, il dit de l'observation et du sérieux. Je me demande avec sérieux pendant 2 secondes ce que c'est que d'un type qui n'a jamais eu de relation sexuelle à l'âge de 40 ans, et je détaille son quotidien, et malgré moi, je constate que les gens se mettent à rire. On se met à rire pourquoi ? On se met à rire parce que ce que raconte le gars ou la nana, on l'a sous les yeux tout le temps, et on se dit, oh putain d'accord, lui, il a l'impolitesse de mettre le nez dedans. Et finalement, c'est de l'anxiété. C'est quand on a vécu quelque chose de très angoissant, on essaie de le raconter de manière bête. Moi, j'essaye d'écrire de la manière... C'est Moebius qui disait ça, il disait pour raconter des histoires, il faut être très intelligent, mais le plus important, c'est qu'il faut être un petit peu bête. Ce un petit peu bête, c'est l'absence d'esprit critique, c'est la candeur, c'est le fait d'être au premier degré dans ce qu'on raconte et d'avoir non pas d'émotion pour ces personnages, ça j'y crois pas, mais d'avoir une implication dans ce qu'ils traversent. Il est évident que ça parle pas de moi. Il est évident que ça parle d'événements que j'ai vécus. Je pense qu'on est tous absolument pareils. Donc il y a un moment où je vois ces trucs-là qui tombent sur la figure d'un personnage. Je choisis d'écrire là-dessus parce que je crois qu'on est tous là-dedans. Je crois qu'on est tous dans on ne sait pas quoi faire de notre clébard et on ne sait pas quoi faire de ce que nous envoie Facebook. Alors, il y a des moments dans le virtuel, il y a des moments très épiques, vous l'avez dit, et je peux vous dire que c'est très, très épique parfois. Et il y a des moments, moi, mon passage préféré, je ne sais pas si ça va vous décevoir ou pas, mais c'est l'observation de la coquillette qui décide de votre destin. Oui, parce que tout est dedans. Quel est votre plus ancien souvenir ? Bon, ça, j'en sais rien, on n'a pas le temps. Le mien, il y a ma maman près de moi, je suis sur un pot, j'ai 1 an, et on attend que je chie, comme ce qu'on attend des enfants. Après, on attend qu'on fasse un livre par an, mais à cet âge-là, on attend encore que tu fasses ça. Le côté intéressant de cette anecdote, c'est que j'ai une coquillette en main. Et pour provoquer l'excrétion, je regarde la coquillette. Il me semble que le dessin d'après nature, c'est ça. Pendant toute ma vie, j'ai eu besoin de ce mystère du réel pour pas me perdre complètement dans la folie d'une création coupée de tout. Mais cette observation du réel, ça amène aussi à
s'autoriser à pas se poser la question du contenu politique de ce qu'on écrit. Le moment où j'ai un cancer de l'hypocondrie et où je me retrouve aux urgences de la Riboisière et où je vois ce qui se passe aux urgences de la Riboisière, je l'écris en se disant merde, si j'écris ça, Marine Le Pen gagne 15 points. Et je me dis mais si je l'écris pas, elle gagne 15 points quand même, donc autant décrire ce que j'ai vu. Et il y a un moment... tu décris une soirée à la Riboisière, tu décris le moment où Néphaël, la nana qui fait de l'effeuillage sur D17 et qui est une nana adorable, veut que tu l'emmènes au restaurant, tu l'emmènes dans le même restaurant où tu as été avec Laetitia Casta avant et ça t'amuse parce que et là elle décide de mettre le dawa dans le restaurant et là tu te rends compte que t'es pas bien parce que t'as trop mangé. Il faut raconter toute la soirée parce qu'on était très tristes pendant cette soirée-là et tu sais qu'à un moment ça va faire marrer quelqu'un. Moi je crois qu'on résout rien, mais je crois qu'il n'y a rien qui rende un auteur plus heureux et peut-être un lecteur, c'est qu'à un moment on se dit bon, ok, on est complètement dans la merde, mais on est plusieurs. Et c'est la seule petite fonction qu'on peut attendre aujourd'hui de la littérature, c'est à la fin du récit, puisqu'on ne croit plus aux résolutions, on a été soigné de ça, mais se dire ah oui d'accord, nous aussi. Et je voudrais retourner un truc que m'a dit un de mes professeurs qui était un peu prétentieux et j'avais pas trop aimé ce qu'il m'avait dit. Pourtant le reste j'aimais beaucoup. Il m'a dit, tu sais, alors lui il écrit des essais politiques. Il m'a dit quand je signe mes livres, parfois un lecteur ou une lectrice me dit, oh vous êtes tellement formidable parce que vous avez écrit exactement ce que j'avais en tête. Et ce à quoi il m'a dit, c'est pas vrai, en vrai ils n'avaient rien en tête avant de venir te voir. Moi, je pense l'inverse. Moi, je pense que mes lecteurs me disent de quoi je voulais parler. J'ai l'impression, quand je raconte une histoire, qu'elle soit de science-fiction ou d'autre, parce que pour moi, c'est la même chose, que j'ai besoin de l'aide qui interviendra au moment où ce sera imprimé, au moment où je serai en train de le signer, et au moment où je verrai des gens très attachants qui sont aussi dingues que moi, et je me dirai, bon, on est là-dedans, on traverse ça en ce moment. Et comme je suis un de vos lecteurs, j'ai envie de vous dire que vous avez aussi parlé de votre rapport à la technologie que j'aime bien, parce que vous râlez beaucoup et tout, là, on vous entend, et c'est marrant, mais je veux dire, vous n'avez pas un rapport scrognonieux à la technologie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas réac non plus là-dessus. C'est-à-dire que Moebius, à un moment, vous montre son nouveau jouet, qui est un crayon numérique, d'une certaine manière. On écrit sur une tablette, et ça le met sur l'ordinateur. Et en fait, il trouve ça génial. Et vous, finalement, vous êtes d'accord pour lui accorder du crédit. Simplement, vous allez devoir constater que non, que ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, parce que il me semble que quand on parle de technologie, il faut toujours être dans le concret. Moebius a vu arriver les premières tablettes graphiques sur lesquelles on dessine. Ça l'a passionné, il a adoré ça. Et la limite, elle a été double. La première, c'est que la feuille n'a pas de fin. On peut avoir une feuille sans fin. Et la deuxième, c'est qu'il y aura toujours un espace vitré entre le stylo et le dessin. Et il m'a dit, ça va nous rendre fous, il faut arrêter avec ça. Et ce n'est pas contre la technologie, c'est contre certaines modalités qui tuent, pour ce qui est du dessin, nos fantasmes de dessin. Évidemment, ça parle d'écriture dématérialisée, évidemment, ça parle de... Donc, il n'est pas question de revenir en arrière, il est question de trouver les petites solutions pour ne pas devenir dingue avec ces trucs-là, qui, c'est toujours pareil, sont plus grands et plus forts que nous. C'est un roman sur le réel, on l'a dit, mais justement... C'est un roman, mais à la fois, vous nous dites la vérité, vous nous parlez de votre vraie vie, peut-être, on n'en sait rien, mais en tout cas, vous donnez des noms. Et je me suis demandé, moi, si pendant l'écriture, vous vous êtes dit, non, je ne peux pas mettre ce nom-là quand même, parce que parfois, c'est un peu gênant pour la personne en question. Non, je mets que les noms de personnes qui n'ont rien à craindre et avec qui il ne s'est absolument rien passé. J'ai dû changer beaucoup de noms pour des raisons tout à fait légales. Si, il y en a un, alors, par contre, il ne le sait pas, il va l'apprendre aujourd'hui. Thomas Ragon, mon éditeur du Chat du Rabbin, à un moment, je couche avec une fille qui est formidable, mais quand elle jouit, elle fait la tête de Thomas Ragon. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire que de dire elle fait la tête de Thomas Ragon. Bon, alors Thomas va apprendre ça, mais là je pense qu'il survivra. Pour le reste, le truc qui s'est terminé chez les flics, c'est que j'ai ce truc virtuel avec cette nana sur Facebook, sauf qu'au bout d'un moment ça s'arrête et quelques mois après, enfin vous verrez, j'apprends qu'elle s'en est pris à plein d'autres gens beaucoup plus célèbres que moi, et qu'elle m'utilise pour leur faire croire plein de choses. Donc là, je suis bien obligé d'aller chez les flics. Et là, forcément, j'ai changé les noms des gens. Et Dieu sait que j'aurais bien aimé dire les noms, parce que tu lis le livre, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est con ce phare de se faire enfler dans cette histoire-là. Et après, quand tu vois la liste des autres victimes que je ne peux pas donner, tu te dis mais qu'on reconnaît. Non, mais il y a plein de gens qui ont envie de se faire avoir. Tu te doutes bien que le jour où quelqu'un, une fois, a ouvert aux témoins de Jéhovah, parce que tu vois bien qu'ils ne sont pas heureux. Tu vois, on connaît le bonheur. Tu vois bien qu'ils ne le savent pas. Le jour où quelqu'un leur a ouvert, c'est qu'il avait envie de se faire enfler. Donc c'est l'histoire d'un mec qui a envie de se faire enfler. Merci beaucoup, Johann Sfar. Vous connaissez peut-être, vous connaîtrez sûrement.